Dans une petite ville côtière du sud de la France, où les vagues s'écrasent doucement contre les quais et où l'odeur saline de la mer se mêle à celle des pins, Margot traverse les rues pavées avec une discrétion presque mécanique. Âgée de 32 ans, elle est femme de ménage, une silhouette invisible aux yeux des habitants aisés qui fréquentent la villa somptueuse où elle travaille. La villa, perchée sur une falaise surplombant l'océan, appartient à Victor Langlois, un millionnaire excentrique dont la fortune dans l'immobilier international alimente les ragots locaux. Margot, avec ses cheveux châtains attachés en un chignon pratique et ses vêtements usés mais impeccables, passe ses journées à astiquer les parquets de chêne, polir les lustres en cristal et ranger les innombrables pièces d'une maison qui semble figée dans le temps. Pourtant, derrière son apparence effacée, Margot porte un secret qui pèse sur son cœur comme une encre. Elle s'occupe en secret de Lila, une fillette de 6 ans qui l'appelle « Maman ». Lila, avec ses boucles blondes et ses yeux d'un bleu éclatant, est la fille de Victor, un père absent depuis 5 ans. Margot l'a trouvée un jour, seule dans la villa, abandonnée par une nourrice négligente qui avait disparu sans laisser de traces. Depuis ce moment, Margot s'est attachée à l'enfant comme si elle était la sienne, comblant le vide laissé par l'absence de Victor. Elle lui raconte des histoires le soir, l'emmène à l'école en cachette, et lui tresse les cheveux avec une tendresse qu'elle n'a jamais connue dans sa propre enfance. Mais cette vie, tissée de petits bonheurs volés, est fragile. Margot sait que son rôle auprès de Lila est une imposture, une vérité qu'elle dissimule au regard curieux des voisins et des rares employés de la villa. Chaque jour, elle craint qu'on ne découvre son secret, qu'on ne lui arrache Lila, la seule lumière dans son existence monotone. Ce matin-là, alors que le soleil perce à peine les nuages gris, Margot pousse la lourde porte de la villa, un seau de ménage à la main. Lila, comme souvent, trottine derrière elle, un cartable trop grand sur le dos. « Maman, on va à la plage après ?» demande la fillette, sa voix pleine d'espoir. Margot sourit, mais son cœur se serre. Elle n'a jamais eu le courage de corriger Lila, de lui dire qu'elle n'est pas sa vraie mère. « On verra, ma chérie », répond-elle doucement, posant une main sur la tête de l'enfant. La villa est silencieuse, presque oppressante, avec ses hauts plafonds et ses portraits anciens qui semblent suivre Margot du regard. Elle commence son travail, nettoyant les vitres immenses qui donnent sur la mer, tout en surveillant Lila du coin de l'œil. La fillette s'amuse à dessiner sur une feuille, installée sur le tapis perçant du salon. Mais l'équilibre précaire de cette matinée est brisé par l'arrivée d'une lettre, glissée sous la porte d'entrée. Margot, intriguée, ramasse l'enveloppe jaunie, portant le cachet d'un notaire. Ses mains tremblent légèrement en l'ouvrant. Les mots, écrits à l'encre noire, sont comme un coup de poignard. Monsieur Victor Langlois annonce son retour imminent dans la ville. Il reprendra la gestion de ses affaires et de sa propriété. Margot sent ses jambes vaciller. Victor, le père de Lila, revient. Après 5 ans d'absence, sans un mot, sans une lettre, il réapparaît soudainement. Que veut-il? Reprendre Lila? Découvrir la vérité sur la relation que Margot entretient avec sa fille? Elle range la lettre dans sa poche, le cœur battant, et jette un regard à Lila, qui chantonne en dessinant un soleil. Margot sait que ce retour menace de tout détruire. Elle tente de se concentrer sur son travail, mais son esprit s'égare. Elle imagine Victor, un homme qu'elle n'a jamais rencontré mais dont elle a entendu 1000 rumeurs, un magnate impitoyable, un charmeur qui cache des secrets, un père qui a abandonné son enfant sans explication. Pourquoi revient-il maintenant? Et surtout, comment réagira-t-il en découvrant que sa fille appelle une femme de ménage « maman » ? Margot sent une boule se former dans sa gorge. Elle a toujours su que ce jour viendrait, mais elle espérait, naïvement, pouvoir retarder l'inévitable. Elle s'assied un instant sur une chaise du salon, le chiffon à la main, et ferme les yeux. Des images de son passé défilent, une enfance difficile, une mère absente, un père alcoolique. Lila est devenue sa famille, sa raison de vivre. Perdre cet enfant serait comme perdre une partie d'elle-même. La porte du salon s'ouvre soudain, et Margot sursaute. C'est Clara, sa meilleure amie, une serveuse au caractère enjoué mais pragmatique, qui travaille dans un café du port. Clara, avec ses cheveux roux en bataille et son sourire espiègle, apporte une bouffée d'air frais dans la villa. Alors, Margot, toujours à astiquer cet endroit comme si c'était Versailles, plaisante-t-elle, avant de remarquer l'air préoccupé de son amie. Margot hésite, puis sort la lettre de sa poche et la tend à Clara. Cette dernière lit rapidement, ses sourcils se fronçant. Victor Langlois?
Le millionnaire? Il revient vraiment, demande-t-elle, incrédule. Margot hoche la tête, incapable de parler. Clara pose une main sur son épaule. Tu dois lui dire la vérité avant qu'il ne la prenne par quelqu'un d'autre. Si tu continues à jouer à la maman, ça va mal finir. Mais Margot secoue la tête. Je ne peux pas, Clara. Lila est tout ce que j'ai. Si Victor la reprend, je ne sais pas ce que je ferai. Clara soupire, visiblement partagée. Elle aime Margot comme une sœur, mais elle sait que son amie marche sur une corde raide. Écoute, je ne dis pas que ce sera facile, mais tu ne peux pas vivre dans le mensonge éternellement. Et puis, qui sait ce que Victor veut? Peut-être qu'il ne s'intéresse même pas à Lila. Mais ces mots sonnent creux, et Margot le sait. Victor est un homme puissant, habitué à obtenir ce qu'il veut. S'il découvre que Margot a pris une place aussi importante dans la vie de sa fille, sa réaction pourrait être imprévisible. L'après-midi avance, et Margot continue son travail, mais son esprit est ailleurs. Elle range les livres dans la bibliothèque du bureau de Victor, un endroit qu'elle évite habituellement. Les étagères sont remplies de dossiers, de contrats, et d'objets personnels qui semblent appartenir à une autre vie. Alors qu'elle époussette un tiroir, elle remarque une photo à moitié cachée sous une pile de papier. Curieuse, elle la prend. C'est une vieille photo en noir et blanc, montrant une femme d'une trentaine d'années, aux traits étrangement familiers. Margot fronce les sourcils, la femme lui ressemble, comme un reflet d'un passé oublié. Au dos de la photo, une inscription manuscrite, ne lui dit rien. Son cœur s'accélère. Qui est cette femme? Et pourquoi cette note mystérieuse? Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, Lila entre en courant dans le bureau, riant aux éclats. Maman! Viens voir mon dessin. Mais à cet instant, une ombre se dessine dans l'embrasure de la porte. Margot se retourne et se fige. Un homme en costume sombre, les cheveux grisonnants et le regard perçant, se tient là. C'est Monsieur Duval, le notaire de Victor, un homme qu'elle a croisé à quelques reprises et qui l'a toujours mise mal à l'aise. Maman, répète-t-il, un sourcil levé, son ton glacial. Margot sent son sang se glacer. Elle tente de reprendre contenance, riant nerveusement. Oh, Lila aime jouer à ça, elle m'appelle comme ça parfois, bredouille-t-elle, serrant la main de la fillette. Mais Duval ne sourit pas. Il la fixe, comme s'il cherchait à percer son âme. Intéressant, murmure-t-il avant de tourner les talons, laissant Margot tremblante. Ce soir-là, de retour dans son petit appartement, Margot ne trouve pas le sommeil. Elle regarde Lila dormir, paisiblement enroulée dans une couverture. La photo trouvée dans le bureau repose sur la table de chevet, comme un puzzle qu'elle n'arrive pas à assembler. Qui est cette femme? Et pourquoi Duval semblait-il si peu surpris par l'attitude de Lila? Margot sent que quelque chose de plus grand se trame, quelque chose qui dépasse sa simple vie de femme de ménage. Elle repense à la lettre annonçant le retour de Victor, à l'appel anonyme qu'elle a reçu peu après l'incident avec Duval. Une voix masculine, rauque, lui ordonnant de quitter la ville sous peine de voir la vérité sur Lila révélée. Elle n'a pas osé en parler à Clara, de peur que son amie ne la pousse à fuir. Mais fuir où? Et avec quel argent? Margot n'a rien, hormis Lila et cet amour qui la lie à la fillette. Le lendemain, Margot retourne à la villa, déterminée à en savoir plus. Elle fouille le bureau de Victor avec plus d'audace, cherchant des indices sur la femme de la photo. Elle trouve un carnet, fermé par un cadenas, qu'elle glisse dans son sac pour l'examiner plus tard. Mais alors qu'elle s'apprête à quitter la pièce, le téléphone de la villa sonne. Elle hésite, puis décroche. La même voix anonyme résonne à l'autre bout du fil, « Tu n'aurais pas dû fouiller, Margot. Laisse tomber, ou tu perdras tout. » La ligne coupe. Margot reste figée, le combiné à la main, tandis que Lila l'appelle depuis le salon. Elle sent une vague de peur l'envahir, mais aussi une détermination nouvelle. Elle ne peut plus reculer. Quelque chose dans cette villa, dans le passé de Victor, dans cette photo, détient la clé de son avenir avec Lila. Et elle est prête à tout pour protéger cet avenir? Même si cela signifie affronter des vérités qu'elle n'est pas prête à entendre. Et la journée s'achève sur une note de tension. Margot emmène Lila à l'école, mais chaque passant, chaque voiture qui ralentit, lui semble suspect. Elle serre la main de la fillette un peu plus fort,
comme pour s'assurer qu'elle est toujours là. De retour chez elle, elle ouvre le carnet trouvé dans le bureau, brisant le cadenas avec un couteau. À l'intérieur, des notes manuscrites, des dates, des noms. Et, au milieu, une phrase qui la glace, « Margot n'est pas celle qu'elle croit être ». Elle referme le carnet, le souffle court, tandis que la mer rugit au loin, comme un écho de la tempête qui s'annonce dans sa vie. Le soleil se couche sur la petite ville côtière, baignant les rues d'une lumière orangée qui contraste avec l'angoisse qui étreint Margot. Assise à la table de son petit appartement, elle fixe le carnet qu'elle a pris dans le bureau de Victor, ses pages jaunies et l'écriture énigmatique qui semble la narguer. La phrase qu'elle y a lue, « Margot n'est pas celle qu'elle croit être », tourne en boucle dans son esprit, comme une énigme insoluble. À côté d'elle, Lila dort paisiblement sur le canapé, un ours en peluche serré contre elle. Margot caresse doucement les cheveux de la fillette, mais son cœur bat à tout rompre. L'appel anonyme, la photo mystérieuse, l'attitude étrange de Monsieur Duval, tout converge vers un secret qu'elle n'est pas sûre de vouloir découvrir. Pourtant, elle sait qu'elle n'a plus le choix. Le retour imminent de Victor Langlois, le père de Lila, menace de tout bouleverser. Et si elle veut protéger la vie qu'elle s'est construite avec Lila, elle doit comprendre ce qui se trame. Et la journée suivante commence dans une tension palpable. Margot emmène Lila à l'école, scrutant chaque coin de rue, chaque visage, comme si l'ennemi pouvait surgir à tout moment. Elle n'a pas parlé à Clara de l'appel anonyme ni du carnet, de peur que son amie, toujours si pragmatique, ne la pousse à abandonner Lila pour se protéger. Mais garder le silence devient de plus en plus difficile. À la villa, Margot reprend son travail de ménage, mais ses gestes sont mécaniques, son esprit ailleurs. Elle ne peut s'empêcher de jeter des coups d'œil vers le bureau de Victor, là où elle a trouvé la photo et le carnet. Elle se demande si d'autres indices y sont cachés, mais la peur de se faire surprendre la retient. Et si Duval, le notaire, la surveillait ? Son regard froid, la veille, lorsqu'il a entendu Lila l'appeler « maman », hante encore Margot. Il sait quelque chose, elle en est certaine. Alors qu'elle passe l'aspirateur dans le salon, la porte d'entrée s'ouvre brusquement. Margot sursaute, laissant tomber le manche de l'appareil. Victor Langlois se tient là, dans un costume impeccablement taillé, ses cheveux poivre et sel soigneusement coiffés, un sourire énigmatique sur les lèvres. C'est la première fois que Margot le voit en personne, et son charisme la désarçonne. Il est plus grand qu'elle ne l'imaginait, avec une aura de pouvoir qui semble remplir la pièce. « Bonjour, Margot », dit-il d'une voix douce mais autoritaire. « Je suis Victor Langlois. Je crois que nous avons beaucoup à discuter. » Margot sent ses jambes trembler, mais elle se force à rester calme. Elle hoche la tête, incapable de trouver ses mots. Victor s'avance, son regard scrutant chaque détail de la pièce, comme s'il cherchait quelque chose. Puis, ses yeux se posent sur un dessin de Lila, accroché au mur. « C'est ma fille qui a fait ça ?» demande-t-il, une note de curiosité dans la voix. Avant que Margot ne puisse répondre, Lila surgit du couloir, son cartable sur l'épaule. « Maman » s'écrie-t-elle en courant vers Margot, ignorant complètement Victor. Le temps semble s'arrêter. Margot sent son cœur s'emballer, mais ce qui la surprend encore plus, c'est la réaction de Victor. Au lieu de s'énerver ou de montrer de la confusion, il se contente de sourire, un sourire étrange, presque amusé. « Maman, hein » murmure-t-il, comme s'il savourait un secret qu'il connaissait déjà. Margot, déstabilisée, tente de reprendre le contrôle. « Lila, elle m'appelle comme ça parfois. » « C'est un jeu d'enfant » bredouille-t-elle, serrant la fillette contre elle. Mais Victor secoue la tête, son sourire s'élargissant. « Ne vous inquiétez pas, Margot. Je ne suis pas ici pour juger. Mais nous devons parler. Seule. » Margot emmène Lila dans une autre pièce, lui promettant une glace après l'école pour la calmer. Puis, elle rejoint Victor dans le bureau. Il s'assied derrière le grand bureau en acajou, comme un roi sur son trône, et l'invite à prendre place. « Je sais que vous vous occupez de Lila depuis des années » commence-t-il, son ton étrangement posé. « Et je sais aussi que vous n'êtes pas sa mère. » Margot sent son estomac se nouer. Elle ouvre la bouche pour protester, mais Victor lève une main pour l'arrêter. « Je ne suis pas en colère. Au contraire, je suis reconnaissant. Lila semble heureuse avec vous. Mais il y a des choses que vous devez comprendre.
Il se penche en avant, ses yeux plongés dans les siens. Je suis de retour pour reprendre ma vie en main, mais je ne suis pas ici pour vous arracher Lila. Pas encore. En échange, je veux votre silence. Le mot « silence » résonne dans l'esprit de Margot comme une menace voilée. Mon silence sur quoi ? Demande-t-elle, la voix tremblante. Victor ne répond pas directement. Il se contente de sortir une clé USB de sa poche et de la poser sur le bureau. Disons simplement que certaines vérités doivent rester enfouies. Pour le bien de Lila. Margot fixe la clé, son esprit s'emballant. Est-ce lié à la photo qu'elle a trouvée ? Au carnet ? À la femme mystérieuse qui lui ressemble ? Elle veut poser des questions, mais la présence de Victor, son calme inquiétant, la paralyse. Elle accepte le marché à contre-cœur, promettant de ne rien dire, mais une partie d'elle sait qu'elle vient de s'enfoncer dans un piège. Les jours suivants, Margot est rongée par le doute. Elle ne peut s'empêcher de repenser à la photo, à la note manuscrite, ne lui dit rien, et à la phrase du carnet. Elle commence à se demander si elle a un lien avec Lila qu'elle ignore, un passé qu'elle aurait oublié. Son enfance, marquée par l'absence de sa mère et les crises de son père, est floue dans sa mémoire. Et si la femme sur la photo était une parente ? Une sœur ? Une mère ? Elle décide de confronter Monsieur Duval, convaincue qu'il détient des réponses. Elle le trouve un matin dans la bibliothèque de la villa, occupé à consulter des dossiers. Monsieur Duval, commence-t-elle, la voix ferme malgré sa peur, pourquoi avez-vous réagi ainsi quand Lila m'a appelé maman ? Et qui est la femme sur la photo que j'ai trouvée ? Duval la fixe, son visage impassible. Puis, il soupire, comme s'il portait un fardeau trop lourd. Vous posez des questions dangereuses, Margot, dit-il. Mais si vous voulez la vérité, sachez que la femme sur cette photo était la mère de Lila. Et elle est morte à cause de Victor. Ces mots frappent Margot comme une gifle. La mère de Lila, morte à cause de Victor ? Elle insiste, demandant des explications, mais Duval reste évasif. Je travaille pour quelqu'un qui veut protéger Victor, mais aussi Lila, ajoute-t-il. Si vous continuez à fouiller, vous risquez de tout perdre. Il quitte la pièce, laissant Margot seule avec ses pensées. Elle retourne au carnet, qu'elle garde désormais caché sous une latte du plancher de son appartement. Les pages contiennent des noms, des dates, des chiffres, mais aussi des allusions à un scandale financier. Un passage mentionne une société offshore et des fonds détournés, liés à Victor. Margot comprend que Victor n'est pas seulement un père absent, mais un homme impliqué dans des affaires troubles. Et si la mort de la mère de Lila était liée à ses secrets ? Margot est déchirée, révéler ce qu'elle sait pourrait détruire Victor, mais aussi exposer Lila à un danger inconnu. Elle décide de garder le silence pour le moment, mais cette décision la ronge. Chaque nuit, elle fait des cauchemars où Lila lui est arrachée, où la femme de la photo la regarde avec des yeux accusateurs. Clara, qui remarque son agitation, la presse de parler. Margot, tu ne peux pas continuer comme ça, insiste-t-elle un soir, autour d'un café dans son petit appartement. Si Victor est un criminel, tu dois protéger Lila, pas te taire. Mais Margot, terrifiée, refuse. Et si je perds Lila ? Si Victor me la prend ? Clara secoue la tête, frustrée. Tu ne peux pas vivre dans la peur toute ta vie. Pense à Lila. Ces mots restent gravés dans l'esprit de Margot, mais elle ne sait pas quoi faire. Quelques jours plus tard, le cauchemar prend une tournure bien réelle. En rentrant chez elle, Margot trouve son appartement sens dessus-dessous. Les tiroirs sont vidés, les coussins éventrés, et le carnet a disparu. Paniquée, elle vérifie sous la latte du plancher, la cachette est vide. Quelqu'un savait où chercher. Elle court à l'école pour récupérer Lila, son cœur battant à tout rompre. En chemin, une voiture noire ralentit à côté d'elle, la suivant à distance. Margot accélère, serrant la main de Lila, qui ne comprend pas pourquoi elle est si pressée. « Maman, pourquoi tu cours ?» demande la fillette, innocente. Margot ne répond pas, son esprit envahi par la peur. Elle décide de se réfugier chez Clara, espérant trouver du réconfort. Mais en arrivant, elle découvre la porte entr'ouverte, l'appartement de son amie dans un chaos similaire au sien. Clara est absente. Sur la table, une note griffonnée, « Arrête de chercher, ou Lila sera la prochaine ». Margot sent ses jambes se dérober.
Elle prend Lila dans ses bras, la serrant si fort que la fillette proteste. Qui est derrière tout ça? Victor? Duval? Ou quelqu'un d'autre, tapi dans l'ombre? Margot réalise qu'elle est au centre d'un jeu dangereux, où chaque pas la rapproche d'une vérité qu'elle n'est pas sûre de pouvoir affronter. Elle regarde Lila, endormie contre elle, et murmure « Je te protégerai, quoi qu'il arrive ». Mais au fond d'elle, une question persiste, à quel prix? Alors que la nuit enveloppe la ville, Margot s'assied dans l'appartement dévasté de Clara, la note froissée dans sa main. La mer rugit au loin, un écho de la tempête qui s'abat sur sa vie. Elle sait qu'elle doit agir, mais chaque choix semble mener à un précipice. Et quelque part, dans l'ombre, quelqu'un observe, attendant son prochain faux pas. La nuit est lourde, oppressante, dans l'appartement saccagé de Clara. Margot, assise sur le canapé déchiré, tient Lila endormie dans ses bras, la note menaçante froissée dans sa main. Les mots « arrête de chercher » ou « Lila sera la prochaine » résonnent comme une sentence. La mer rugit au loin, un écho du chaos qui envahit sa vie. Margot sent son cœur battre à tout rompre, chaque bruit dans l'escalier la faisant sursauter. Le carnet volé, l'appartement de Clara dévasté, la voiture noire qui la suit, tout converge vers un danger qu'elle ne comprend pas encore. Victor Langlois, avec son sourire énigmatique et ses secrets, semble être au centre de cette tempête. Mais qui tire vraiment les ficelles? Margot sait qu'elle ne peut plus reculer. Pour protéger Lila, elle doit affronter la vérité, même si cela signifie tout perdre. Elle décide de retourner à la villa, le seul endroit où elle pourrait trouver des réponses. Laissant Lila chez une voisine de confiance, une vieille dame qui ne pose pas de questions, Margot s'y rend à pied, sous une pluie battante. La villa, perchée sur sa falaise, semble plus imposante que jamais, ses fenêtres sombres comme des yeux scrutateurs. Elle entre en silence, ses pas résonnant dans le hall désert. Elle se dirige directement vers le bureau de Victor, déterminée à fouiller chaque recoin. Elle trouve une boîte verrouillée sous une pile de dossiers, qu'elle force avec un coupe-papier. À l'intérieur, des lettres, des contrats, et une autre photo de la femme qui lui ressemble, la mère de Lila. Une lettre, datée de 7 ans, attire son attention. Elle est signée « Élise, la mère de Lila » et adressée à Victor. Les mots sont déchirants. « Tu m'as trahi, mais je protégerai notre fille. Si tu lis ceci, c'est que je suis déjà partie. » Margot sent un frisson la parcourir. Élise savait-elle qu'elle était en danger? Et pourquoi cette ressemblance troublante avec elle? Avant qu'elle ne puisse approfondir, des pas lourds résonnent dans le couloir. Margot se cache derrière une étagère, retenant son souffle. Victor entre, accompagné de Monsieur Duval. Leur conversation est tendue, pleine de sous-entendus. « Tu as assuré que tout était sous contrôle » dit Victor, sa voix tranchante. Duval répond, nerveux, « Elle fouille trop, Victor. Elle a trouvé le carnet. » « Si elle parle ?» Victor l'interrompt, « Elle ne parlera pas. Elle tient trop à Lila. » Margot, cachée, comprend que Victor est au courant de ses découvertes. Mais ce qui la glace, c'est la mention d'un « il » par Duval. Ils ne seront pas contents si elle continue. Ils veulent que tout reste enterré. Qui sont ces « ils » Margot sent la panique monter, mais elle reste immobile jusqu'à ce que les deux hommes quittent la pièce. Revenue chez elle, Margot est à bout. Elle décide de confronter Victor, coûte que coûte. Elle lui donne rendez-vous à la villa le lendemain soir, prétendant vouloir discuter de l'avenir de Lila. Victor accepte, son ton toujours aussi calme, presque moqueur. Margot passe la journée à préparer un plan, mais elle sait qu'elle joue avec le feu. Elle contacte Clara, espérant que son amie est en sécurité. À sa grande surprise, Clara répond, sa voix tremblante. « Margot, je suis désolée, » murmure-t-elle. « Ils m'ont forcée à voler le carnet. Je ne voulais pas. » Margot, partagée entre la colère et le soulagement, demande des explications. Clara avoue qu'elle était endettée auprès d'un groupe d'hommes d'affaires liés à Victor, des gens dangereux qui l'ont menacée pour qu'elle trahisse Margot. « Ils savent tout sur toi », ajoute Clara. « Ils savent que tu n'es pas juste une femme de ménage. » Ces mots bouleversent Margot. Elle repense à la phrase du carnet, Margot n'est pas celle qu'elle croit être, et à la photo d'Élise. Une idée folle germe dans son esprit. Et si elle était liée à Élise? Une sœur, une cousine?
Elle n'a presque aucun souvenir de son enfance avant l'âge de 10 ans, seulement des bribes d'une vie difficile. Elle décide de tout risquer pour découvrir la vérité. Lors de la confrontation avec Victor, dans le bureau de la villa, l'atmosphère est électrique. Margot pose la photo d'Élise sur le bureau. Qui est-elle, Victor? Et pourquoi me ressemble-t-elle? Victor, pour la première fois, semble perdre son assurance. Il s'assied, passe une main dans ses cheveux, et soupire. Tu mérites de savoir, dit-il enfin. Élise était ta sœur aînée. Vous avez été séparés quand tu étais petite, après la mort de vos parents. Je t'ai retrouvée par hasard quand j'ai engagé une femme de ménage pour la villa. Je ne t'ai rien dit pour te protéger. Margot vacille, le choc la submergeant. Sa sœur? Élise, la mère de Lila, était sa sœur? Elle comprend soudain pourquoi Lila lui semble si familière, pourquoi elle s'est attachée à elle si vite. Lila est sa nièce. Mais la révélation ne s'arrête pas là. Victor avoue qu'Élise est morte dans un accident orchestré par ses associés, des hommes impliqués dans ses affaires illégales. Il voulait me faire taire, explique-t-il. Élise en savait trop sur mes transactions offshore. Quand elle a menacé de tout révéler, ils l'ont éliminée. Margot, horrifiée, comprend que Victor a laissé Lila à ses soins non pas par négligence, mais pour la protéger de ses mêmes ennemis. Et maintenant, demande-t-elle, la voix tremblante. Victor la fixe, grave. Si tu parles, ils viendront pour toi. Et pour Lila. Mais Margot refuse de se taire. Elle ne peut pas vivre avec le poids de ce secret, ni laisser les assassins de sa sœur impunis. Elle contacte un journaliste local, Paul, connu pour ses enquêtes sur la corruption. Elle lui transmet des copies des documents qu'elle a mémorisés, ceux qui détaillent les transactions illégales de Victor et de ses associés. Paul, enthousiaste mais prudent, promet de publier l'histoire, mais il l'avertit, ces gens sont dangereux, Margot. Ils ne te laisseront pas t'en tirer si facilement. Margot sait qu'elle prend un risque énorme, mais elle n'a plus rien à perdre. Elle veut justice pour Élise, et un avenir sûr pour Lila. Le soir suivant, Margot tend un piège. Elle organise un rendez-vous au port, sous prétexte de remettre les originaux des documents à un représentant des associés de Victor. Clara, rongée par la culpabilité, insiste pour l'accompagner, déterminée à se racheter. Margot hésite, mais elle accepte, voyant dans les yeux de son amie une sincérité qu'elle ne peut ignorer. Elles se rendent au port, où la mer gronde sous un ciel étoilé. Les associés, 2 hommes en costume sombre, arrivent, accompagnés de Duval, qui semble nerveux. Margot brandit une enveloppe, prétendant qu'elle contient les documents. « Donnez-moi une garantie que Lila sera en sécurité », exige-t-elle. Mais avant que les hommes ne puissent répondre, des phares de voiture illuminent la scène. Paul, le journaliste, a alerté la police, qui surgit et arrête les associés et Duval. Victor, apprenant la trahison de Margot, se rend de lui-même. Dans un dernier face-à-face, il lui confie « Je n'ai jamais voulu que Lila souffre. Prends soin d'elle. » Margot, partagée entre la colère et la pitié, ne répond pas. Elle sait que Victor paiera pour ses crimes, mais une partie d'elle comprend son amour pour Lila. Les jours suivants, l'histoire éclate dans la presse, exposant le réseau de corruption et innocentant Élise, dont la mort est officiellement reconnue comme un meurtre. Margot obtient la garde légale de Lila, en tant que tante biologique. Elle emménage avec la fillette dans un petit appartement lumineux, loin de la villa maudite. Clara, incapable de surmonter sa culpabilité, décide de quitter la ville pour recommencer ailleurs, promettant de rester en contact. Pourtant, alors que Margot commence à reconstruire sa vie, une ombre persiste. Un matin, en ouvrant son courrier, elle trouve une nouvelle lettre anonyme, accompagnée d'une photo d'Élise et d'un bébé Lila. Au dos, un message, « Tu es plus impliqué que tu ne le penses ». Margot sent un frisson la parcourir. La vérité est-elle vraiment complète? Ou d'autres secrets attendent-ils dans l'ombre? Elle serre Lila contre elle, regardant par la fenêtre la mer qui s'étend à l'infini. Pour l'instant, elle est en sécurité, mais elle sait que le passé pourrait ressurgir à tout moment. Alors que l'histoire de Margot et Lila touche à sa fin, nous vous invitons à vous plonger dans d'autres récits pleins de suspense et d'émotion. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires, où secrets, drames et révélations vous attendent.
Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour être les premiers à découvrir ce que l'avenir réserve à nos personnages. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure.